Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour un nouveau vlog. Ça fait un moment que j'ai pas filmé, que je suis pas venue ici. Alors de base, j'avais filmé je crois au mois de juillet, j'avais posté une vidéo et après c'était les vacances. Et c'est très compliqué en fait de filmer du contenu quand vous êtes en vacances avec 3 enfants. Donc 2 enfants qui sont les miens et on avait aussi la cousine, la petite cousine de ma fille. Et du coup 3 enfants à gérer, c'était un peu compliqué pour filmer du contenu et surtout qu'on n'était pas chez nous. Et donc voilà, donc là on va dire que c'est excusable, mais malheureusement j'avais pas le contenu à vous proposer. Et c'est vrai que même les 2 semaines qu'on suivi et que j'étais de retour, j'avais repris le travail, l'envie en fait n'était pas là. Je crois que j'étais encore en vacances. Mais voilà, j'avais pas la motivation. Et en plus, j'avais même pas le serait-ce que le réflexe en fait de prendre la caméra dès que j'avais fini une lecture. Pourtant, j'ai lu, parce que pendant mes 2 semaines de vacances où on n'était pas à la maison, j'ai quand même lu 2 livres par semaine. Et pareil, non, j'ai lu un peu plus, j'ai lu 3 livres par semaine quand je suis revenue. Mais j'étais à la maison, c'était un peu plus simple. Et j'avais même pas le réflexe de prendre la caméra, donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant 1 mois et demi, je crois. Donc voilà, et puis là, vu que ça va être la rentrée, je me suis dit, on va prendre de bonnes résolutions, c'est ce que j'ai mis sur Instagram. Je vais essayer de revenir tranquillement, voilà, je ne vais pas me mettre la pression. En revanche, voilà, comme cette année, bon, j'ai 2 enfants à charge comme l'année dernière, mais l'année dernière, je n'avais pas d'activité, j'allais dire extrascolaire, mais je n'avais pas d'activité en dehors de mon travail, parce que j'avais arrêté la danse à un moment où j'avais appris ma grossesse, tout simplement. Non, même pas, je suis allée jusqu'à 3 ou 4 mois de grossesse, et après, j'ai arrêté la danse, forcément. Et mais sauf que là, je me suis inscrite cette année, et sauf que là, c'est 2 fois par semaine. Donc 2 soirs par semaine où, d'habitude, quand j'ai pas le temps en journée, c'est-à-dire le week-end, je vous prenais des fois le soir pour faire des petites updates lecture. Là, ça sera un peu plus compliqué, j'aurai quand même 2 soirs en moins. Donc voilà, je m'excuse d'avance, mais je ne serai pas très régulière, en tout cas au début, au niveau de mes vidéos YouTube. Et j'essaye de reposter petit à petit aussi pareil sur Instagram parce que je fais toujours des stories. Mais j'avoue que je dois poster 1 fois toutes les 3 semaines. Et d'ailleurs, ma dernière chronique, je crois qu'elle date, c'est un livre que j'ai lu cet hiver. Donc c'est un peu le grand n'importe quoi. Et qui dit bonne résolution, dit nouveau matériel. Donc j'ai investi dans un petit micro comme ceci, où j'avais l'adaptateur qui se branche là. Et puis, parce qu'en fait, moi j'ai un gros micro en fait. Mais en fait, à chaque fois qu'il fallait que je filme, il fallait que je sois, on va dire, chez moi. Je pouvais pas, enfin pas chez moi, mais en gros... que je sois bien installée parce qu'il faut que je pose le micro, je devais le brancher au téléphone, le brancher enfin c'était plein de choses qui faisaient que c'était pas pratique. Quand je suis chez moi assise comme ça, il n'y a pas de problème, mais quand je veux bouger un petit peu, c'est un peu compliqué. Là je me suis dit que ce serait peut-être un peu plus simple. Alors je sais pas si vous verrez la différence parce que là c'est la première fois que je teste en fait avec et j'ai fait aucun réglage dessus. Je vais voir ce que ça donne là et si jamais il y a besoin de réglage, je regarderai des tutos YouTube parce que je suis vraiment une quiche en matière de technologie. Et voilà, donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, que ce soit par rapport à mon absence ou par rapport à ma future irrégularité dans les posts vidéo. Donc je vais arrêter là parce que bon, je pense que ça vous intéresse pas trop. Et je voulais vous parler de mes lectures en cours. Donc j'ai commencé Blood Over Bright Heaven de M.L. Wang. Donc là il est en VO. J'ai commencé à la noter. Je sais pas si on peut voir. Ah voilà. Bon, on voit pas trop en fait, mais... Voilà, j'annote de temps en temps. Et donc j'ai très peur parce qu'en fait, dans la sphère anglophone, j'ai vu beaucoup de très très bons avis, voire des coups de cœur pour celui-ci ou The Sword of Kagan. The Sword of Kagan qui a été traduit chez Calix et d'ailleurs Blood Over Bright Heaven va pas tarder parce que Emmanuel Chastelier a travaillé sur la traduction également parce que c'est lui qui avait traduit The Sword of Kagan. Et je me suis dit que j'allais lire celui-ci parce qu'il fait un peu Dark Academia, etc. Et voilà, je me suis dit rentrée scolaire, voilà. Pas forcément de lien, mais voilà, je me suis dit j'ai essayé de faire un lien en fait avec ma lecture. Parce qu'en fait, j'avais le choix entre celui-ci et The Sword of Kagan parce que je les avais tous les 2 dans la palle. Bon, voilà, je me suis lancée dans celui-ci qui me fait peut-être un peu moins peur parce qu'il est un peu plus court et là, il a l'air moins complexe peut-être au niveau des personnages et au niveau de l'univers. Donc là, on va suivre Siona, qui toute sa vie, en fait, elle a étudié d'arrache-pied pour espérer devenir la première mage femme, parce qu'il n'y a que des hommes. Et donc vous avez le conseil, le haut conseil, vous avez que des hauts mages, et après vous avez les mages classiques, et après vous avez les étudiants, les professeurs, etc.
Et donc voilà, elle travaille d'arrache-pied, elle dort plus, etc. Bref, elle passe l'examen et forcément, enfin, c'est dit dans le résumé, elle devient la première mage femme. Et comme du coup elle n'est pas du tout acceptée dans le monde des hommes, on va lui donner comme assistant de base un technicien de surface qui va devenir son assistant. Au début c'est comme une blague, mais bon après elle va le prendre sous son aile. Et ça commence comme ça, j'en suis pas très loin forcément. Donc là, elle a déjà rencontré son assistant et son pseudo-assistant. Et en fait au début, je vais peut-être pas vous raconter parce qu'au début ça pose quand même les bases un peu cruelles de cet univers. C'est que vous avez la société d'élite, donc là où sont tous les mages, etc. Et vous avez les alentours. Alors je sais pas si, je crois qu'il y a une carte. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Parce que j'ai d'autres lectures à vous présenter aussi. Voilà. Et en fait, quand vous êtes ici, vous êtes un peu les parias en fait, tout simplement. Et en fait, vous avez une sorte de... Alors je vais vous laisser découvrir un peu comment ça se passe, mais en fait, vous avez quand même un obstacle, en fait, pour atteindre la ville et atteindre Tirane, du coup. Je crois que c'est Tirane, la ville. Et plus de la moitié des personnes meurent en traversant, en essayant de rejoindre voilà, la ville. Et voilà, ils ont un autre langage, notre culture, et souvent du coup ils sont employés comme, comme techniciens de surface, etc., comme on va dire des sous-métiers dans leur univers, enfin dans cet univers-là. Et voilà, donc ce titre a beaucoup fait parler de lui, notamment au niveau de ses revendications et ses critiques de la société. Je vous en parle plus tard, mais là déjà forcément on voit beaucoup de sexisme, ce système un peu très enfin pas très, mais ce système patriarcal qui refuse que les femmes... D'ailleurs, il y en a plein d'hommes qui le disent dedans, non, en fait les femmes elles sont faites pour rester à la maison, à faire la cuisine, blablabla, elles sont pas faites pour faire des études. Enfin voilà, et elle voulait, depuis le début, elle veut prouver en fait qu'une femme peut faire ce que fait un homme, et pour ça elle est très forte, très intelligente, mais elle a aussi ce côté très élitiste dans sa tête, en tout cas au début, et elle veut toujours prouver qu'elle est la meilleure, etc., ce qui est un résultat en fait de sa condition de femme. Mais voilà, je pense qu'il y a énormément de choses à dire. En tout cas, pour le moment, j'ai beaucoup surligné parce qu'il y a beaucoup de passages, notamment, voilà, comme je vous disais, sur le sexisme. On parle pas mal de colonialisme, je ne sais pas si on peut l'appeler ça comme ça, de ségrégation, etc., de racisme, comment on dit ? Je sais plus les mots, bref, je vous en parle, je pense que je l'aurai fini, parce que je pense que je pourrais pas vous dire beaucoup plus par rapport à l'intrigue, mais ouais, j'aime beaucoup pour le moment, je pense que c'est bien parti pour être un 5 étoiles. Ensuite là c'est une lecture terminée, je voulais vous en parler en cours de lecture, mais en fait je l'ai fini en 48 heures, je l'ai commencé lundi, je l'ai fini mardi. Donc A Language of Dragons de S.F. Williamson, donc chez Big Bang. Je pensais que c'était un one-shot, mais en lisant la fin, du coup, je me rends compte que c'est un tome 2. Et donc là, on est à Londres en 1923. Les dragons sillonnent le ciel. Donc vous avez Vivienne qui veut devenir traductrice de langue draconique, donc c'est ce qu'elle étudie à l'université. Et elle veut s'assurer que sa petite sœur ne se retrouve jamais en 3e classe, parce que la société est divisée en classes, donc première classe, seconde classe, 3e classe. Donc 3e classe, c'est les rebuts. Seconde classe, ça va à peu près. Bon, première classe, voilà, c'est un peu les gosses de riches. Et voilà, et puis vous avez eu un traité avec les dragons, un traité de paix où les dragons du coup peuvent survoler, peuvent chasser dans les forêts aux alentours, etc., mais ne pas s'en prendre aux humains. Et du coup ils peuvent aussi subsister dans la société, et du coup les humains en échange, en fait, parce qu'il y a eu une guerre avant en fait où ils essayaient de soumettre les dragons, ils ont fait des choses horribles, etc. Et du coup il y a eu ce traité entre la reine dragon et le premier ministre de Londres. Et voilà, ils vivent en, je vais pas dire en paix, mais en tout cas, ils cohabitent. Et voilà, elle va être embauchée, entre guillemets, par un concours de circonstances, je vous dis pas lequel, pour essayer de décrypter un code draconique qui soulève un gros complot et des grosses manigances de la part du gouvernement et d'autres personnes. Et ce qui est bien, c'est que les dragons, en fait, ce qui était hyper intéressant, c'était le langage des dragons, parce qu'en fait, c'est comme en tant qu'humain, il n'y a pas qu'une langue, il n'y a pas qu'un dialecte. Voilà, il y a eu une immensité de langues de dragons, draconiques. Et ça, c'était hyper intéressant, parce qu'en fait, on essaie de déchiffrer en fait, comment ils communiquent entre eux. Est-ce qu'il y a des dialectes
selon les régions, selon d'où ils sont nés, etc. Parce qu'on voit que certains dragons ont plus de facilité à communiquer avec d'autres, avec certains et pas d'autres. Et puis surtout, il y avait ce côté un peu essayer de décrypter en fait ce code en fait que les dragons s'envoient, mais que les humains ne comprennent pas encore, parce qu'il y a eu des années de recherche, d'études pour comprendre les dragons. Donc certaines personnes comme Vivienne peut converser avec des dragons dans le langage draconique, mais la majorité ne savent pas communiquer avec eux, donc elle est super importante dans cette intrigue. Alors tout cet univers et tout, c'était hyper intéressant. Alors ce que j'ai déploré, c'est un peu la romance, que tu es un peu très prévisible, mais bon voilà, ça reste du young adult. Mais c'est pas ça qui m'a dérangé, c'est le fait que Vivienne est très naïve et très égoïste. Pendant les 3 quarts du roman, j'avais envie de la secouer et la gifler, en fait, tout simplement, parce que même quand on lui expliquait par A plus B que non, ses choix étaient mauvais, ou que ses choix en tout cas n'aidaient pas la majorité de la population, et qu'elle se trouvait égoïste de penser de faire un choix pour son propre pas son bien-être, mais pour elle en fait, et pas pour le bien commun, et ben non. Elle restait sur ses positions, et en fait jusqu'aux 3 quarts du roman, elle voulait pas entendre ce qu'on lui disait, alors que tous ses amis, et notamment le love interest, lui disent bah non en fait, si tu penses ça, tu vaux pas mieux qu'eux, etc. Et elle se dit si, moi je veux protéger les miens, etc. Mais en fait, et c'est pour ça que je trouvais qu'elle était, voilà, j'arrivais pas à m'attacher à elle, parce qu'elle était très campée sur ses positions. Alors on peut l'être, hein, mais quand on vous explique vraiment, qu'on vous ouvre les yeux sur quelque chose et que vous êtes dans le déni en fait, et que non, j'ai pris les bonnes décisions, et seulement à la fin en fait, quand tout va mal, qu'elle dit ah j'ai pris des mauvaises décisions, bon ça m'a un peu gonflé sur la fin. Mais j'ai hâte quand même de découvrir, parce que bon forcément il y a une fin qui n'est pas vraiment une fin, et en plus l'autrice a dit que la majorité de l'intrigue du tome 2 se passait en Écosse. Voilà. Donc rien que ça me donne envie de continuer. Et puis vous avez ce Londres de 1923, forcément. C'est une période un peu, voilà, avec les classes, d'ailleurs il y a une bonne dénonciation aussi là du système de classe, comme quoi on peut gravir les échelons, par exemple si quelqu'un de classe 3 se marie avec quelqu'un de classe 2, etc. Mais en gros, les métiers de classe 3, voilà, ça reste des métiers de base, et voilà, il n'y a pas de haute fonction, enfin voilà, c'est aussi une critique de la société dans ce roman, ce que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je ne vais pas en dire davantage parce que j'ai pas grand chose à dire de plus, mais c'est vrai que il y a pas mal de rebondissements, c'est ce que je peux... c'est ce que j'ai trouvé bien dans ce roman, c'est qu'il y a pas mal de rebondissements, et pas forcément, alors j'avoue que je réfléchissais pas trop quand je le lisais, mais la plume est hyper addictive, donc ça se lisait tout seul, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que, voilà, je sais pas que je m'y attendais pas, mais que, voilà, c'était bienvenu. Et j'ai oublié de vous montrer, mais en fait, j'ai aussi, parce que Blood of a Bright Heaven, je vous ai montré le paperback en anglais, mais j'ai aussi le hardback, où vous avez en fait la même couverture, mais ici c'est rouge. Et là, c'est la version de Broken Binding qui est juste magnifique. Je voulais juste vous montrer parce que j'avais envie, voilà, tout simplement. Je ne sais plus, si. Je ne sais plus si l'image de... Non, c'est pas la même. Oh, d'ailleurs, très jolie celle-là. Voilà. Donc, ouais, Broken Binding, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Alors malheureusement, enfin moi j'ai pas trop envie de souscrire à la box que vous recevez tous les mois automatiquement, parce que même si vous pouvez skipper, parce que voilà, c'est vrai qu'il y a des très belles parutions, le travail est sublime, et je trouve que c'est pas très cher, enfin c'est pas très cher par rapport au travail éditorial, et voilà. Alors vous allez me dire, j'ai pris 3 exemplaires de Blood of a Bright Heaven alors que je ne l'avais pas lu, mais voilà, j'ai beaucoup de personnes avec qui j'ai des goûts similaires qui ont un coup de cœur ou qui ont adoré, donc moi j'ai pas eu de soucis à ce niveau là, en tout cas j'avais pas de doute, et là vu comment c'est parti, de toute façon je sais que j'ai bien fait, et donc je pense que le prochain sera The Sword of Kagan, mais je pense du coup plutôt dans 2 mois, quoi, le temps de digérer un peu tout ça. Voilà, je reviens quand j'ai fini celui-ci, et quand je l'aurai commencé un autre, et puis après on verra. Si j'arrête le vlog, du coup avec celle-ci et une autre lecture, ou si je continue, tout dépend de mon rythme de lecture, en sachant que celui-ci je l'ai lu en 2 jours, mais celui-ci ça fait quand même déjà plusieurs jours que je suis dessus, mais j'ai pas avancé parce que c'est en VO, et que le système de magie, oui, le système de magie est très particulier, parce qu'avec les mages on parle de sorts, mais on mélange des codes
le décryptage, un peu, vous savez, un peu comme Babel, vous savez, où vous deviez vraiment réfléchir à ce que vous deviez inscrire pour que ça fasse la bonne action. Et bien là c'est pareil en fait, si vous vous trompez de quelque chose, et ben en fait c'est une catastrophe. Donc il y a beaucoup de minutie et beaucoup de termes du coup inventés, et c'est assez complexe à ce niveau-là, donc c'est pour ça que je prends mon temps, parce que je veux le savourer, je veux pas lire et me dépêcher de le lire et me dire il faut que je le finisse en 5 jours, et qu'au final j'ai pas tout compris. Donc voilà, je prends mon temps, et puis de toute façon là les personnages j'adore, ils sont hyper charismatiques, très attachants, alors que j'en suis que page 127, voilà, sur 440, non, sur 417. Bon, moi j'ai lu pas mal, j'ai peut-être pas lu un tiers, mais pas loin. Donc voilà, j'ai beaucoup trop parlé pour cette première fois, je vous reprends dans un prochain clip. Hello, du coup je vous reprends pour la suite du vlog où je vous donne mon avis final sur Blood of a Bright Heaven de M.L. Wang. Alors je l'ai pas mal annoté, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Non, pas trop, si quand même. Non, c'est pas très voyant en fait, parce qu'il y a aussi du gris, je suis pas sûre que vous le voyez. Mais bref, voilà, je l'ai pas mal annoté, je pense que ça se voit et j'ai adoré. Voilà, j'ai mis un 5 étoiles. Je vous disais au début que j'avais peur parce que c'est vrai que voilà, je partage beaucoup de goûts avec certaines personnes et toutes ces personnes ont eu soit une très bonne lecture, soit un coup de cœur. Et c'est vrai que très rarement, mais ça arrive, des fois, moi j'accroche pas trop avec des coups de cœur, pourtant avec des personnes avec qui je partage les mêmes goûts littéraires. Et ben là, c'était pas le cas, j'ai adoré du début à la fin, comme je vous disais au début. Alors, je ne peux pas rentrer plus en détail dans l'intrigue, mais c'est vrai qu'il se passe énormément de choses et j'aime beaucoup la relation entre Siona et
et Tom Hill, du coup l'assistant, qui était de base technicien de surface, la relation qu'ils entretiennent, et surtout, il y a énormément de dénonciations. Je pense que c'est un peu... alors je ne vais pas comparer, parce que c'est pas du tout la même écriture, les mêmes intrigues, le même... Enfin, voilà, c'est pas comparable non plus, mais je pense que moi, je comparerais ces écrits-là, enfin cet écrit-là en tout cas particulièrement, aux écrits de Rebecca F. Kuang, notamment avec Babel ou Yellowface, etc., parce qu'il y a énormément de dénonciations. Donc là, forcément, on va parler d'un monde d'hommes où les femmes, voilà, n'ont pas leur place, et même il y avait plusieurs citations en fait, d'hommes qui parlent, qui disent que la place de la femme est dans la cuisine et à la maison, et qu'en fait leur rôle c'est femme, mère, machin, etc., mais pas mage, ou en tout cas pas dans un métier dit d'homme, et un métier intellectuel surtout, et qu'en gros les femmes ne sont pas parées, donc physiquement et psychologiquement, pour ce type de métier-là et ce type de réflexion. Voilà, donc voilà, c'était un peu énervant en fait à lire, mais c'était dans le but de dénoncer. Mais voilà, pour eux, les femmes, c'est vraiment n'ont pas la capacité en fait à avoir ce genre de réflexion, et d'avoir une réflexion poussée par rapport à la société, à la magie, etc. Ensuite, vous avez tout ce système, je trouve, de magie qui est très très particulier, donc qui est basé sur des sorts, donc avec un spellographe. C'est une sorte de machine à écrire avec... mais en fait, c'est pour coder en fait un sort, et pour qu'il se réalise, entre guillemets. Et tout ça, en fait, du coup, vous avez un mélange de sorts, donc avec des choses à calculer, des codes, et il faut calculer aussi, souvent, il y a aussi des maths qui viennent dedans. Donc je trouve que c'est hyper complexe et hyper intéressant. Et puis vous avez aussi du coup donc tout ce côté sexisme, limite masochisme, discrimination, etc. Donc forcément vous avez aussi ce côté féminisme du coup, parce que Siona fait vraiment tout pour, parce qu'elle se dit, si j'arrive à prouver qu'une femme, donc moi, peut rentrer dans l'ordre des mages, ben, ça pourra ouvrir les portes à d'autres femmes après moi, etc. Et vous avez aussi ce côté colonisation et, j'ai envie de dire, pas ségrégation, mais vraiment ce système de classe où vous avez les rebuts, en fait, comme je vous expliquais au début, vous avez la ville, du coup, Tirane, et en fait, vous avez les rebuts qui vivent en dehors de la barrière, en fait, qui protège Tirane d'une chose qui tue. Je vous laisserai découvrir quoi. Et en fait, que ceux qui arrivent à passer la barrière, en fait, ce sont juste voilà, des techniciens de surface, des servants, entre guillemets, des choses comme ça. Ils ne peuvent pas atteindre un poste plus élevé, et ils sont vraiment traités comme des sous-merdes, voilà, tout simplement. Et ils sont beaucoup raillés par les mages, parce que les mages, voilà, se sentent supérieurs. Et voilà. Et puis vous avez du coup tout ce côté un peu traitement de l'être humain. Qu'est-ce que coûte l'être humain en fait pour le confort de la société? Est-ce qu'on peut sacrifier en gros des vies humaines pour le confort d'une société et d'un nombre d'individus en particulier, les plus riches, les plus aisés, etc. Donc je trouve qu'il y a énormément de choses. Alors je suis sûre que là tout de suite j'oublie des choses, parce qu'au moment où j'ai refermé le livre, c'est vrai que je me suis dit bon, je vais digérer un peu, mais c'est vrai que je pense que j'oublie pas mal de choses. Mais pour moi c'est vraiment un coup de cœur, il fera partie de mes meilleures lectures de 2025. Mais je l'attendais tellement depuis sa sortie VO, et là il va bientôt être traduit en français, donc toujours par Emmanuel Chastelière. Et j'ai toujours The Sword of Kaigen, donc chez Calix, que j'ai dans ma palle. The Sword of Kaigen, je l'ai aussi en VO, parce que je me suis dit que je voulais la noter aussi. Donc je ne vais pas la noter dans la version reliée de chez Calix, hein, bien sûr, comme je ne vais pas relier, comme je ne voulais pas annoter non plus dans la version reliée de chez The Broken Binding pour ce roman-là. C'est long pour parler de ce livre, mais je pense en plus il est vraiment court, hein, il fait 417 pages ou quelque chose comme ça, ouais, 417. Donc, alors après il y a énormément de choses en anglais qui sont particuliers et qui sont difficiles à comprendre pour quelqu'un qui ne lit pas souvent en VO. Voilà, même moi j'ai eu du mal parfois à comprendre certaines idées, notamment par rapport à ce système de magie qui est assez complexe. Mais bon, voilà, je pense que si vous lisez souvent en anglais, il n'y a pas de souci, mais voilà, sinon vous pouvez attendre la version française, qui d'ailleurs ne devrait pas tarder. Alors je ne sais pas si c'est prévu pour la fin de cette année ou début 2026, mais en tout cas c'est en cours de traduction, donc ça va bientôt arriver. Ensuite, je suis en train de lire Un si fragile enchantement d'Alison Saft, donc chez Big Bang. Ça me fait penser que du coup j'ai lu 2 Big Bang là en
en une semaine et demie. Enfin, je ne l'ai pas encore fini, hein, j'en suis à 35%. Le livre est très très beau, hein, comme tous les Big Bang en général reliés. Et donc là, on y suit Nive, donc, qui a le pouvoir d'imprégner les vêtements d'émotions et de souvenirs, ce qui rend un peu sa famille célèbre par cette magie, parce que ça se transmet de génération en génération, mais apparemment cette magie se tarit de plus en plus, et du coup c'est un don qui va être repéré par la famille royale, et du coup le prince régent, donc l'aîné, va l'engager pour qu'elle confectionne les vêtements de son frère cadet, qui va se marier avec en gros la princesse du royaume d'à côté, pour faire une alliance. Donc c'est pas vraiment un mariage d'amour, c'est un mariage de convenance et voilà, pour le pouvoir, etc. Et donc ouais, elle arrive à la cour, et en fait elle fait partie d'une population qui a été conquise, en fait. Vous avez les Avalois, donc Avaland, qui ont conquis le territoire où elle vit et son peuple, et donc il y a eu beaucoup de choses sanglantes, etc. Et maintenant ils vivent en paix, mais ils sont toujours vus comme une sous-race, quoi, là, voilà, tout simplement. Et du coup, forcément, quand elle va rentrer dans le royaume et elle va assister au bal et tout, elle va être confrontée à des critiques et à un sentiment d'infériorité, parce que beaucoup de personnes, beaucoup de la noblesse, vont lui dire en gros, qu'est-ce qu'elle fait là, c'est une gueuse, etc. J'en reviens pas que le prince les fait venir, qui fasse appel à une personne du sous-peuple pour faire la robe de mariée plus la tenue du prince cadet pour leur mariage. Et donc voilà. Et de base, le prince cadet donc quitte. On ne va pas dire qu'il la déteste, mais en fait, il s'en fiche de sa présence, et de base, il ne voulait même pas qu'elle vienne, c'est parce que c'est son frère aîné qui l'a fait venir, donc il est très froid, très distant, très arrogant, voilà. Mais au fur et à mesure, voilà, je pense qu'on peut se douter de ce qui va se passer, vu qu'elle est assez solaire, assez réservée quand même, mais elle essaye de voir dans l'optimisme, etc. Et elle a accepté ce job, en fait, parce qu'elle va gagner beaucoup d'argent, et elle va pouvoir aider sa famille, parce que sa mère et sa grand-mère vivent dans une maison un peu voilà, délabrée, le toit fuit, la fenêtre est fissurée, enfin voilà. Et elle se dit, elle accepte uniquement, voilà, pour sauver sa famille de la misère, et elle pourra les mettre à l'abri du besoin. Et voilà, donc là on voit beaucoup qu'à la cour, elle se sent pas du tout à sa place, et elle entend de toute façon les rumeurs, les messes basses des autres femmes, en fait, qui la rabaissent tout simplement. Et donc là, au fur et à mesure, quitte, voilà, il s'ouvre un petit peu, il est de moins en... Enfin, je pense qu'il commence à comprendre un peu Nive, du coup, et inversement, du coup, je pense qu'il va y avoir un rapprochement. Mais voilà, on en est là, et en même temps, il y a aussi ce truc particulier, c'est qu'en fait, il y a la presse, une presse à scandale, entre guillemets. En fait, dans un journal, vous avez une petite rubrique qui est tenue par Loveless, je crois, qui en fait critique ouvertement, même s'il met des initiales, donc c'est très bien qu'il critique ouvertement les personnes de la royauté, donc le prince régent, le prince cadet, la reine, etc. Enfin, plein de personnes, il met juste les initiales, mais voilà, tout le monde sait, même là, quand on lit les extraits, on sait de qui il parle. Et il critique ouvertement, depuis des années apparemment, le système, et le fait qu'il ne se soucie pas, du coup, des personnes, du coup, qui font partie du peuple qui a été conquis. Bref. Et donc, voilà, j'en suis à 35%, et c'est hyper addictif. J'ai lu les 5 premiers chapitres, donc à peu près 18% d'une traite, et là, pareil, les 5, parce qu'on lit par tranche de 5 chapitres, et les 5 d'après d'un coup aussi. Et donc là, j'attends Marine, du coup, avec qui je lis en essai, pour faire un débrief. Mais j'aime beaucoup. Alors, j'avais beaucoup aimé déjà La chasseuse et la chimiste, mais qui n'était pas porté sur les mêmes thématiques, même s'il y avait quand même ce côté, oui, un peu rejet de la société, etc. Je pense que ce sont des thèmes un peu récurrents chez Alison Saft, c'est le deuxième que je lis d'elle. Et voilà, j'aime beaucoup, on va voir où ça en est. Bon, je pense que la romance est assez prévisible, mais on va voir où ça va aller. Et voilà, j'ai hâte de continuer, en sachant que là, il y en a déjà 2 autres qui sont sortis d'Alison Saft. Un très sombre, j'avoue que je me souviens plus du titre, Dans les eaux sombres... des eaux si sombres, je sais plus, quelque chose comme ça. Et il y en a un autre qui est sorti très récemment, je me souviens plus. Mais voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup cette autrice parce qu'elle dénonce des choses, et puis en même temps, elle crée des histoires très
très addictive. En fait, on a envie de tourner les pages et de connaître la suite. Et les personnages sont très attachants. Voilà, c'est tout pour l'update lecture. Je vous reviens du coup quand j'aurai fini celui-ci. Et je voulais juste vous montrer des petites réceptions qui sont arrivées dans ma palle du coup. Alors le premier, c'est un roman que beaucoup attendent avec impatience. Alors moi, je lis en VO cette autrice, donc je pense qu'en français, il va falloir attendre un petit peu. Donc c'est Wild Reverence de Rebecca Ross. Donc c'est dans l'univers de Divine Rivals, donc Divine Rivalité en français. La duologie est sortie chez De Saxus ou Sabran, enfin voilà, un des deux. Et moi, enfin je ne vais pas répéter, mais je pense qu'avant Divine Rivalité, moi j'avais lu deux duologies. Non, deux duologies. Une duologie et deux stand-alone avant en VO. Donc j'avais lu la duologie The Queen's Rising et de stand-alone, donc Sisters of Sword and Song et Dreams Lie Beneath, et que j'avais adoré. Mais j'avais un gros coup de cœur pour la duologie de The Queen's Rising. J'espère qu'elle va sortir en français pour que vous la découvriez. Et j'ai lu très récemment, en fait, c'était déjà sorti en français, mais j'ai découvert très récemment, du coup, Divine Rivalité et Impitoyable Serment, donc la suite. Et j'ai lu d'ailleurs la duologie Elements of Cadence, donc le mois dernier et ce mois-ci, où j'ai lu du coup le premier tome, c'est A River Enchanted, et le tome 2, A Fire Endless. Et le premier tome est sorti. Comment s'appelle le premier tome? A River Enchanted, la rivière. Ça doit pas être la rivière enchantée. Mais bon, il est sorti chez De Saxus ou Sabran, pareil. Donc j'espère, parce que là ils sortent les deux duologies les plus récentes, mais j'espère qu'ils vont sortir la toute première, qui est beaucoup plus centrée politique, complot, etc., que j'avais adoré. Et donc voilà, là c'est dans l'univers de Divine Rivalité, mais je crois que c'est plus il y a des années avant, peut-être des centaines d'années avant, je ne sais pas. Donc voilà, c'est la version un peu spéciale, c'est la first print. Et regardez-moi ça, il n'est pas trop beau. Donc voilà, alors je sais pas, je pense que c'est en édition limitée, je ne sais pas trop. Mais ouais, j'aime beaucoup. Alors, si on regarde le résumé, oui, c'est ça. En fait, c'est parce qu'en fait, on parle d'une bataille de dieux dans Divine Rivalité, et là, on parle des dieux eux-mêmes, je pense. Donc, Mathilda, c'est la plus jeune des déesses de son clan, et elle a une magie qu'elle use pour transporter les mots et les lettres à travers les royaumes. Mais quand les dieux vont détruire ce pouvoir, et Mathilda va garder un secret qu'elle doit garder secret, même auprès de ses alliés. Et il y a un mortel qui rêve d'elle, même s'ils ne se sont jamais rencontrés dans le monde réel. 10 ans auparavant, Vincent of Becket a écrit à Mathilda au moment où sa vie était la plus sombre, la suppliant de l'unir en aide, etc. etc. Bon, je ne vais pas dire davantage, mais on parle de destin entre Mathilda et Vincent, donc une déesse et un mortel, voilà. Donc j'ai vraiment hâte, la plume de Rebecca est très poétique. Moi j'ai adoré tous ses romans, il y en a certains j'ai eu des coups de cœur, d'autres 4 étoiles, mais c'était toujours des très très bonnes lectures. Donc j'ai hâte de le lire, je ne sais pas, ça peut être bien pour l'automne, je ne sais pas trop. Et celui-ci aussi, je l'attendais avec impatience, c'est Catabasis de R.F. Kuang. Donc c'est pareil, c'est une autrice chouchou comme Rebecca Ross. J'ai lu tous ses romans, donc j'ai lu toute la saga de Poppy War en VO. En fait, je la lis en VO aussi, elle. Et j'ai lu Yellowface, Babel. Alors, les Yellow, je crois que j'ai mis 5 étoiles à tous ces romans, en fait, je ne suis pas sûre, mais je pense. Et là, c'est pareil, c'est une édition particulière que vous pouvez acheter n'importe où aussi. Mais il est trop beau. Il est vachement lourd. Voilà. Et Catabasis, forcément, Rebecca Kuang, c'est un peu l'autrice, une de mes autrices chouchou, qui dénonce aussi pas mal. Hein. Dans The Poppy War et Catabasis, on parle, pas Catabasis, Babel, on parlait aussi de beaucoup de colonisation, j'ai du mal, et de racisme, etc., et de différence. Dans Yellowface, on parlait de l'appropriation culturelle, de l'aliénation des réseaux sociaux, etc. Donc il y a toujours beaucoup de dénonciations. Alors là, j'avoue que je ne sais même pas, je ne sais plus de quoi ça parle, mais dès que j'ai vu que c'était Rebecca Kuang, de toute façon, j'ai commandé, mais là, j'avoue, je me souviens plus trop de quoi ça parle. Je crois que je vais pas lire le résumé, je vous laisserai de toute façon regarder sur Internet, mais j'ai envie d'y plonger comme ça, et je pense que c'est peut-être une lecture parfaite pour l'automne. Je sais pas si c'est un peu la Dark Academia, en tout cas, on parle de magie aussi, et
de professeur, voilà, à Cambridge, etc. Donc voilà, je pense que ça me fait un peu Academia, Dark, je sais pas, mais en tout cas Academia. Donc j'ai hâte de lire. Et puis j'ai reçu aussi la version de The Broken Binding, qui fait des versions un peu particulières. Voilà, il est trop beau aussi. Et avec le marque-page aussi qui était associé. Donc c'est pas du tout la même vibe, mais voilà, ils sont tout. Regardez-moi ça. Je vais essayer de l'ouvrir. Je vais peut-être enlever du coup. Ça a l'air particulier. Ça me fait penser à Minas Tirith. Et puis vous avez la Reverse Dust Jacket. Comme ceci. Voilà. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Je pense que je vais pas trop lire le résumé parce que j'ai envie d'y aller comme ça. Mais voilà, les The Broken Binding, voilà, ils font des versions très belles. J'ai vu que pour Catabasis, il avait fait une version un peu comme ça, donc avec cette illustration, mais en plutôt rose poudré, rose pâle. Moi, je préfère en noir, honnêtement, surtout vu les thèmes abordés. Et je pense que ça va être un petit peu dark. Donc c'est peut-être de la Dark Academia, on verra. Donc j'ai hâte. Donc j'hésite peut-être à me les lire en octobre, ces deux-là, parce qu'ils font très, en tout cas au niveau des couvertures, très automne. Et voilà, j'ai peut-être trop parlé pour cette fois. Je vous reprends quand j'ai fini celui-ci, et si j'en ai commencé un autre et terminé un autre, mais je pense pas, parce que je préfère finir celui-ci avant, et puis après on verra. Hello, du coup je vous retrouve pour un petit update, je pense que ce sera le dernier avant l'avis final. J'ai pas avancé dans Assez fragile enchantement, alors je vous avoue qu'en ce moment j'ai des petits problèmes familiaux et du coup c'est un peu compliqué pour moi de lire, donc je lis principalement quand je suis dans les transports pour aller au travail, en sachant que j'ai à peu près 1 heure de... j'ai un truc dans l'œil, j'ai l'impression. 1 heure de trajet, aller, 1 heure retour. Mais c'est vrai que le soir, ouais, je pense que psychologiquement, je suis un peu fatiguée, du coup, je lis pas trop. Surtout que, en fait, au début, j'attendais pour la LC, parce que Ainsi fragile enchantement, je lis en LC avec Marine. Et là, en fait, depuis 2 jours, j'arrive pas à lire. Alors, je suis désolée, j'ai l'impression d'avoir un cil dans l'œil. Et en fait, j'ai commencé 2 autres romans. Je sais pas pourquoi. Au lieu de lire celui que j'avais déjà en cours, bref. Donc, j'ai commencé Misery de Stephen King, donc qui est un one-shot. Alors je crois que ça a été écrit il y a un petit moment, parce que je crois que ça a été même adapté en film. 1987 et publié en français chez Albin Michel en 1989. J'étais bébé. Donc là, en fait, on va suivre... donc en fait, Misery, c'est le nom d'une héroïne. Donc Paul Sheldon, c'est l'écrivain. Et il a écrit toute une série sur Misery, sauf que il se dit, en fait, il a envie d'écrire autre chose. Donc il va faire mourir son héroïne et écrire un autre roman qui n'a absolument rien à voir. Et puis, donc, il va avoir un accident. Et en fait, c'est... comment elle s'appelle déjà Annie Wilkins, je crois, qui en fait va le secourir, mais en fait au lieu de l'emmener à l'hôpital, elle va l'emmener chez elle. Et elle va en fait, du coup, on va bien voir qu'elle est un peu folle, hein, qu'elle est un peu dérangée, et elle va lui dire en gros, tu restes ici jusqu'à ce que tu aies écrit une suite. Donc en fait, et en plus lui, il a les jambes broyées par l'accident, etc. Donc elle lui donne des médicaments pour la douleur, etc. Mais en fait, voilà, elle a soigné, mais je pense... Alors, parce que lui, du coup, il pense qu'elle a été infirmière, etc. Mais elle n'est pas médecin. Donc, en fait, elle a fait comme elle a pu, en fait. Et en fait, c'est un huis clos, en fait. Ça se passe... majoritairement, il est dans la chambre. Il ne peut pas bouger, parce qu'il est dans un fauteuil roulant. Ou dans le lit. Et en gros, elle le menace. Et on voit vraiment qu'elle est dérangée, quoi. Des fois, elle a des absences, des fois, elle pète des câbles, des fois, elle a vraiment ce regard maternel sur Paul Sheldon. Enfin, c'est vraiment particulier, mais j'aime beaucoup. C'est hyper addictif. J'en suis à 43%, je l'ai commencé il y a 2 jours, je crois. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on alterne, il y a le point de vue de Paul Sheldon, et en même temps, on a ce qui se passe dans sa tête. Donc, c'est-à-dire que il va essayer de complaire à Annie Wilkins pour pas qu'elle lui fasse du mal, etc. et qu'elle lui donne ses médicaments pour la douleur, etc. Mais en même temps, derrière, il n'a qu'une envie, en fait, c'est de partir et de la tuer, quoi. Mais il peut rien faire parce qu'il est très faible. Et donc, du coup, il va commencer à écrire des nouveaux chapitres, un nouveau roman sur Misery.
Et en fait, bah, il va faire lire les drafts, enfin elle va lire en fait, elle va pas lui donner le choix les drafts, et au fur et à mesure, en gros, elle donne son accord ou non, enfin voilà, elle est vraiment attachée à ce personnage comme si c'était un personnage réel, donc voilà. Et donc ça va très loin, bon voilà. Et en fait, ce qui est très bien, c'est qu'en fait, c'est très psychologique. Alors moi, ce que je disais la dernière fois, c'est que j'avais lu la trilogie de Bill Hodges de Stephen King, donc c'est plus une enquête policière, et j'avais beaucoup moins aimé que ces autres romans qui sont un peu plus psychologiques, où il n'y a pas vraiment d'enquête, mais plus psychologique. J'avais beaucoup aimé la fille qui aimait Tom Gordon, la petite fille qui aimait Tom Gordon, et Marche ou crève, où là, il n'y a pas d'enquête du tout, en fait, mais c'est beaucoup plus psychologique, et là, pareil, du coup, on est on essaie de comprendre Annie, même si je pense que c'est compliqué de la comprendre, et on est dans la tête de Paul Sheldon avec vraiment des éléments contradictoires, parce qu'il veut en gros se débarrasser de ça, donc il fait ce que Annie fait, mais en fait, en même temps, il veut dans sa tête, en fait, on a ses pensées, il est vraiment tiraillé entre, en gros, je fais pas ce qu'elle fait, elle me tue, mais de toute façon, dans tous les cas, je vais mourir, ou alors je fais dans l'espoir que quelqu'un va finir par se rendre compte que je suis absent, et apparemment ça fait 2 semaines qu'il est absent, voilà, etc. Donc voilà, déjà l'image est très creepy, moi j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai commencé un autre roman, donc c'est The Phoenix King de Aparna Verma, donc c'est un cadeau de Rémi de l'encre de la magie sur Instagram, pour mon anniversaire de 2025, je sais plus, oui c'est ça je crois. Donc vivement que je le sorte en fait. Attendez, oui c'est ça, c'est février de cette année. Donc j'ai lu que ça, 67 pages, alors ce que je disais à mon mari, c'est écrit tout petit, enfin, ou alors c'est moi qui... Non, c'est écrit tout petit. Et en plus c'est de la VO, et c'est un univers de fantasy assez complexe, donc on est dans la fantasy d'inspiration indienne. Et donc on a le royaume de Ravani, où il y a un roi qui manipule le feu parce qu'il a été béni par le phénix, qui est une entité un peu comme un dieu, etc. Et donc normalement la fille, donc la princesse, enfin pour régner, elle est censée pouvoir porter la flamme et en gros manipuler cette magie, sauf qu'elle n'y arrive pas. Donc il y a toute cette problématique où en gros elle se sent légitime, et en même temps elle veut pouvoir y arriver, mais ça ne vient pas. En fait, elle, ça la brûle, alors que non, c'est pas censé la brûler. Son père manipule le feu comme ça. Et il va y avoir un assassin qui va entrer dans sa garde, un assassin assez mystérieux. Donc au début, on a un chapitre avec lui, donc avant qui est cette histoire avec cette rencontre, etc. Et en fait, il va faire partie de la garde personnelle d'Elena, du coup, pour des soucis politiques, parce que lui, il vient d'un pays voisin, enfin, d'origine, il est de Ravens, mais il a été élevé dans un pays voisin, il est devenu assassin dans un pays voisin, et son patron, on va dire ça comme ça, et ami, lui, en fait, va être proposé pour épouser Elena, pour faire une alliance, etc., politique, etc. Et voilà, et Elena va accepter, mais du coup la contrepartie c'est que l'autre doit la suivre partout, et elle va accepter, en gros, pour avoir un œil sur lui. Là j'en suis à là, donc c'est vraiment le début. Mais ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la magie, du coup, vous avez ce phénix qui en fait est vu comme le centre d'une religion. Et vous avez les coutumes, etc. Et vous avez, c'est très dépaysant, et vous avez aussi tout ce côté assassin, espion, etc. Donc je pense que ça va prendre plus d'ampleur après. Et voilà, j'aime beaucoup les personnages pour le moment, parce que vous avez Elena qui est tiraillée entre son devoir, parce qu'elle veut vraiment, en fait, vu que c'est la seule héritière, elle veut vraiment pouvoir manipuler ce pouvoir, mais elle n'y arrive pas. Et en même temps, elle aspire à autre chose. Et donc on va découvrir au fur et à mesure leur histoire, j'imagine. Et voilà, donc pour l'instant j'en suis qu'au début, donc je ne peux pas vous dire grand chose. Alors ce que je savais pas, c'est qu'en fait, on a le point de vue du coup de Yassen, qui est l'assassin, ou ex-assassin plutôt, et vous avez le point de vue d'Elena, et j'ai vu qu'on avait aussi le point de vue du roi, en fait, ce qui est hyper original, parce qu'en général, quand vous avez une romantésie ou une fantaisie de base, quand vous avez deux personnages principaux décrits dans
Dans le résumé, vous avez que le point de vue de ces deux personnages, sauf que là, vous avez énormément d'ouverture d'esprit, du coup, avec le roi. Et puis, vous avez des passages aussi tirés d'ouvrages, en fait, concernant des prophéties et des dieux, enfin, notamment le phénix. Et voilà, et en fait, à chaque génération, vous avez un prophète. Et sauf que là, il y a eu une prédiction comme quoi le prochain prophète, c'était pas le roi, bien qu'il espérait qu'il le soit, ce sera une fille. Donc lui, il pense que ça va être sa fille, mais a priori, pas la prophétesse, là, celle qui lit l'avenir, c'est assez nébuleux hein, ce qu'elle dit, mais elle dit que ça va détruire le monde, etc. Enfin voilà, c'est les prophéties un peu catastrophiques. Donc voilà, je pense que je reviendrai vers vous quand j'aurai certainement fini les 3 romans, parce que bon, celui-ci, j'ai bien avancé, je ne peux pas vous en dire davantage par rapport à l'intrigue, parce que la majorité, ça se passe dans la chambre, et il n'y a pas vraiment d'événements de retournement de situation ou quoi, peut-être à la fin. Un si fragile enchantement, j'aime beaucoup, je vous en parle aussi quand j'ai fini, et celui-ci aussi. Donc à mon avis, ce ne sera pas avant peut-être la semaine dernière la semaine prochaine. Et puis voilà, je vous retrouve du coup pour le dernier avis lecture. Hello, du coup, je reprends pour mon avis final. Alors finalement, j'aurais pas fini les 3 romans que je vous ai présentés. Je n'aurais fini que 2, mais je vais pas faire durer plus longtemps parce que le vlog s'étire déjà sur 3 semaines, je crois. Donc ça fait un petit peu long. Donc j'ai terminé Un si fragile enchantement que j'ai lu en lecture commune avec Marine. J'ai terminé avant-hier soir, je crois. Alors, comme je vous disais, j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a beaucoup de dénonciations, notamment au niveau de du point de vue du peuple conquis, et vous avez pas mal de discrimination du coup aussi, donc comme je vous disais, ceux qui ont été conquis mais qui ont retrouvé leur liberté sont vus comme des moins que rien, ils exercent des métiers voilà, pas très haut placés, dont du coup Nive fait partie, donc le personnage principal féminin, et donc voilà, donc elle va vouloir aussi œuvrer en fait pour son peuple et pour la paix, et voilà. Et puis comme je vous disais, il y a aussi tout ce côté scandale, une presse à scandale, voilà, dont l'auteur de la rubrique est inconnu jusqu'à la fin, et puis cette romance, voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé, comme d'habitude, la plume, les revendications, c'est hyper fluide, la plume est assez simple, mais assez travaillée quand même, et voilà, ça se lit vraiment tout seul, ça se dévore, comme La chasseuse et l'alchimiste. Là, bon, voilà, la romance est plutôt prévisible. Alors moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un twist ou quelque chose d'inattendu à la fin. On va dire, je vais pas dire un drame, mais quelque chose où ce serait pas trop facile. Et en fait, voilà, j'ai trouvé la fin un peu rapide déjà, le dénouement. J'ai trouvé que c'était un peu comme un vrai conte, c'est-à-dire que tout finit bien entre guillemets, hein, pas vraiment tout, il y a des choses qui restent en suspens. Et puis j'ai trouvé aussi que d'un point de vue politique, parce que c'est un peu ça, c'est que le prince régent, en fait, il ne fait rien face aux revendications alors je ne me souviens plus du nom du peuple conquis, mais des revendications en fait, et il n'écoute pas, donc il commence à y avoir des espèces d'émeutes, de rébellions, etc. Et il fait rien. Et du coup, je pensais qu'on irait un peu plus loin à ce niveau-là, ce qui aurait été hyper intéressant, parce que je trouvais que ce côté-là était très intéressant d'ailleurs, parce que c'est le peuple opprimé, en fait, revendique des choses, mais sous couverture de paix fragile et de liberté, mais il n'y a rien qui est fait. Et on va découvrir pourquoi, en fait, le prince régent ne fait rien, parce qu'il y a une raison derrière, bien sûr. Et je pensais que ça irait plus loin, et en fait, à ce niveau-là, je trouve, au niveau politique, il n'y a pas vraiment de solution qui est donnée, on verra plus tard. Là, déjà, j'ai pris une décision, on verra plus tard comment ça se passe. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de conclusion à cette partie-là. Alors, bon, il y a une conclusion au niveau romance. Alors ça, j'ai trouvé aussi un peu facile au niveau de la romance, c'est-à-dire que je m'y attendais. Voilà, on s'attend à la fin, on s'attend à ce qui va se passer. Mais j'ai trouvé quand même la relation entre les personnages hyper touchante. Voilà. La personnage principale féminin est un peu naïve,
j'ai l'impression, mais voilà, elle commence à ouvrir les yeux. Mais c'est vrai que elle, c'est un peu la jeune fille qui veut sauver tout le monde, qui veut aider tout le monde, mais qui s'oublie elle. Donc voilà, c'est aussi un peu le message. C'est est-ce qu'on peut se priver de son propre bonheur et du coup, en gros, aider tous les autres en s'oubliant et en s'effaçant pour le bien des autres en fait. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, j'ai mis, alors je sais pas, j'ai mis 4 étoiles sur Goodreads parce que de toute façon on peut même pas mettre des demi-notes, mais j'hésite entre 3,5, 3,75 parce que j'ai trouvé vraiment qu'il n'y avait pas de conclusion pour la fin. Alors ça peut être une fin ouverte, mais là c'est même pas ouvert, c'est juste on verra en fait plus tard, c'est à vous de voir si la décision qui a été prise à la fin va aboutir à quelque chose ou pas. Et puis surtout que la romance était prévisible. Enfin, qu'elle soit prévisible, ça me dérange pas, mais en fait, je pensais qu'il y aurait peut-être un twist ou un truc à la fin qui ferait que ce serait un petit peu, il y aurait plus de tension en fait, entre guillemets. Ça n'a pas été le cas, mais voilà. Et puis l'objet livre est très très beau. Donc voilà pour cette lecture. Pour The Phoenix King, j'ai avancé, j'en suis quasiment à la moitié, mais comme c'est une lecture VO et qu'en ce moment j'avance pas très vite en VO parce que je suis fatiguée, du coup vous n'aurez pas mon avis final dans ce vlog. Et puis j'ai enfin terminé Misery de Stephen King, donc je crois que je vous ai fait un topo la dernière fois. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai mis 4 étoiles. Alors, celui-ci, il est un peu particulier. Alors, parce que moi, j'en ai lu 2, mais du coup, qui n'ont rien à voir, en fait. Il y en a un, pour Marche aux crèves, qui est un peu sanglant et voilà, très psychologique, et comme l'autre aussi d'ailleurs. Mais celui-ci, on rentre vraiment dans la tête du personnage, et en fait, on est dans sa tête. Du coup, forcément, on entend ce qu'il dit, mais on entend aussi ce qu'il pense. Et des fois, ça va vraiment, c'est vraiment contradictoire par rapport à ce qu'il dit en fait à Annie Wilkes, qui le retient prisonnier. Et c'est vraiment gore hein, parfois. Donc, apparemment, il y a une adaptation cinématographique. Je pense que je vais la voir parce que, par curiosité, apparemment, en plus, l'actrice joue super bien. Mais c'est vrai qu'apparemment, c'est très gore. Je pense que si j'avais lu il y a quelques années, j'aurais pas trop aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Quant à la conclusion, comme d'habitude dans les Stephen King, pas la trilogie policière avec Bill Hodges, mais en tout cas c'est des romans psychologiques. C'est vrai qu'à chaque fois à la fin, on se pose des questions. Voilà, et là c'est pareil. On se pose des questions sur comment on dit, sur l'esprit en fait de Paul Sheldon et voilà, et puis elle est complètement barrée, Annie Wilkes. et ouais, vraiment à la fin c'était je vais pas dire que c'est une fin ouverte, mais c'est vrai qu'on se pose des questions, on se dit il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'esprit humain et jusqu'où en fait on peut aller quand il y a quelque chose comme ça qui nous arrive, quelque chose d'improbable et de très qu'est-ce qu'on est capable de faire en fait pour se sauver soi en fait. Moi j'ai beaucoup aimé, voilà. Je pense que j'essaierai de lire, parce que je suis un peu flippette, c'est pour ça que j'ai commencé par des livres un peu plus soft, mais j'essaierai de lire Carrie ou Shining dans les prochains Stephen King que je lirai. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est tout pour ce vlog. J'ai pas eu de coup de cœur. C'est dommage. Pourtant, j'entendais beaucoup quand même de celui-ci et de A Language of Dragons, étant donné que le thème était intéressant au niveau du langage draconique, etc. Mais bon, voilà, ça reste quand même des très bonnes lectures. Et voilà, donc je vous laisse là. Et puis, je vous retrouve pour un prochain vlog. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire. Et pour, on va dire pour Misery, vous pouvez mettre soit une machine à écrire, soit une hache. Soit, c'est tout, je crois que c'est ou quelque chose de rouge, voilà, en rapport avec le sang. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.